Donc, on a prononcé le mot INSILVA plusieurs fois au cours de l'après-midi. Donc, INSILVA France, c'est une infrastructure de recherche nationale, donc labellisée par le ministère de la Recherche. Alors, c'est quoi une infrastructure de recherche? Pour le ministère de la Recherche, c'est les grands instruments. Donc, c'est un satellite, un synchrotron et les dispositifs de recherche en forêt. Et donc, on a été labellisé en 2018 parce que l'ensemble des organismes qui traitaient de la forêt a fait comprendre au ministère de la Recherche qu'il y avait de véritables enjeux à la connaissance de ce territoire qui est très important pour la France. Et donc, dans ce rassembler les grands instruments des instituts, on leur a dit qu'avec nos instruments qu'on avait, on voulait adapter les espèces et les pratiques au changement climatique et on voulait rassembler toutes les données qu'on pouvait avoir au niveau de la sylviculture, au niveau du sol, donc les cycles biogéochimiques, et puis les informations de génétique pour bien comprendre les interactions génotypes, environnement et sylviculture. Donc, on a vendu une coordination de services, une mise à disposition des données qui sortent de ces services, la formation par la recherche et la diffusion d'articles ou de systèmes d'information. Donc voilà, depuis 2018, on est tous ensemble et on est un certain nombre d'organismes que vous allez voir dans la diapositive encore après. Donc qu'est-ce qu'un service pour le ministère de la Recherche? C'est 5000 dispositifs expérimentaux où on expérimente la sylviculture, la génétique et la biogéochimie. Et donc, on a, à tous les organismes réunis, à peu près 5000 dispositifs. Donc, un dispositif, c'est un réseau dans lequel, sur un même site, on expérimente plusieurs modalités. Et on répète ce site à différents endroits dans le territoire. On a des plateformes analytiques, ça veut dire qu'on est capable de recueillir les échantillons qui viennent de ces réseaux, des échantillons de feuilles, des échantillons de bois, des échantillons de sol, et on est capable de les analyser avec de haut débit dans nos laboratoires. Et puis, on a des outils variés autour de la donnée, alors soit pour mettre à disposition la donnée, soit les valoriser. Ok, donc je passe à la suivante. Donc, les organismes qui se sont rassemblés sont l'ONF, le FCBA, le CIRAD, le CNPF, l'Office français pour la biodiversité, l'Université de Rouen et l'INRAE. Et donc, sur la partie dispositif, on a rassemblé 28 réseaux. Donc je passe rapidement. Donc, et les réseaux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est à peu près une dizaine. C'est à peu près 5000 sites où on va traiter de diversité génétique et structurale. Donc parmi ceux-là, il y a le réseau Espérance, qui est le dernier, le petit nouveau. Et puis des réseaux plus anciens, et on regroupe aussi ce qu'on appelle les groupements d'intérêt scientifique, les GIS, donc le GIS peuplier, le GIS COP de données, le GIS pain maritime du futur. Ok. Alors je vais donner deux exemples sur ces dispositifs installés depuis des décennies et sur comment ils avaient été installés. Donc, je vais prendre l'exemple du GIS coopératif de données. Donc, dans ces réseaux, on expérimente sur 5 essences majeures, sur 4 essences majeures. On a 5 systèmes, mais 4 essences majeures. Les chênes, le Douglas, le pin laricio et le pin maritime. Donc, sur les schémas d'en haut, vous avez les gros points qui indiquent où on a mis nos dispositifs. Et les petits points, c'est les données de l'IFN. Où est-ce qu'on trouve cette essence dans les données de l'IFN? Donc, vous voyez qu'on a installé plutôt dans les zones de production de l'essence depuis 25 ans environ. Et on est souvent... Alors, on essaye d'être en limite de l'air. Donc, si je prends par exemple le pin maritime que je connais mieux, on a uniquement 3 dispositifs qui sont dans le nord de l'air qu'on appellerait les marges fraîches. Mais on est toujours en zone de production de l'essence. Ok. Dans l'exemple suivant... Donc ça, c'est l'exemple du réseau de génétique de l'INRAE. Donc, c'est ce qu'on appelle les jardins communs. Donc, c'est des endroits où on installe au même endroit
plusieurs essences et on compare. Et on a différents types. Ça va de l'arboretum au test de provenance. Donc on a beaucoup de genres qui sont représentés. Des genres même qui n'existent pas sur le territoire européen. Et quand on regarde à peu près le même graphique de tous ces dispositifs, avec un graphique où on a en ordonnée les précipitations en fonction des températures, vous voyez que comme pour le Giscope, la majorité de ces dispositifs ont été installés globalement à l'enveloppe climatique du territoire français. On est vraiment dans cette enveloppe climatique actuelle, quoi. Avec les points en rouge qui sont pour les dispositifs en forêt méditerranéenne. Si maintenant on regarde comment se disposeraient nos dispositifs avec l'enveloppe climatique future de la France en 2050-2080, eh ben on se rend compte que le réchauffement climatique, on ne le prend pas du tout en compte dans nos dispositifs, même ceux qui sont en zone méditerranéenne. Donc, une des forces du système InSilva, c'est qu'on a reçu un financement au démarrage de cette infrastructure pour mettre en place un système d'information. Notre idée, c'était de rassembler toutes les métadonnées des dispositifs de ces 28 réseaux dans le même système d'information. Donc uniquement les métadonnées, pas les données. Donc, les métadonnées, ça veut dire où est-ce que se trouve le dispositif, depuis quand il est installé, quelles sont les espèces qui sont dessus, et comme c'est de l'expérimentation, quelle manipulation de la structure forestière on a menée. Est-ce qu'on a manipulé le sol? Est-ce qu'on a manipulé la densité? Est-ce qu'on a manipulé l'herbivorie des grands herbivores? Voilà. Donc on l'alimente ce système depuis le 1er avril 2022. On a déjà 30 sources et 5500 enregistrements. Ce qu'on imagine de ce système-là, c'est que ça va nous permettre une découverte plus rapide des dispositifs expérimentaux en place, de rechercher, par exemple, des essences. Donc, ces fameux, par exemple, le projet REFER, par exemple, ça permettrait peut-être d'aller un peu plus vite pour rechercher des dispositifs et savoir si ces dispositifs sont toujours actifs ou un peu oubliés. Ça pourrait être sélectionné en type de données. Est-ce que sur le dispositif, on n'a fait que de la dendrométrie, par exemple, diamètre, hauteur, survie, ou est-ce qu'on a mesuré d'autres caractéristiques phénologiques, donc, ou est-ce qu'on a fait de la qualité des bois ou des propriétés du sol? Et ce que je pense, c'est que ça va nous permettre d'analyser ce qui manque pour l'expérimentation. Ah oui, j'ai encore une diapo. J'en ai fait beaucoup. Alors, je pense que c'est important d'avoir une vision de ce paysage de l'expérimentation forestière. Donc, au milieu de cette diapo, j'ai mis les réseaux expérimentaux. Donc, c'est des réseaux expérimentaux de recherche. Mais finalement, ils sont nombreux, vous avez vu, depuis longtemps. Globalement, on a les premiers dispositifs qu'on a en base de données datent de 1890 et sont toujours suivis. Mais on ne fera rien sans deux autres types de dispositifs. Alors, si je prends mon pas de chercheuse, il y a tout ce qu'on appelle les sites ateliers en France. C'est peu de sites, mais très instrumentés. Donc, par exemple, vous avez les sites ICOS, où on regarde les flux de carbone, des sites ANAE, où on manipule et on mesure plus finement des aspects de biogéochimie. Et puis après, à l'opposé, il y a tous les sites d'observation très fréquents sur le territoire. Alors, les plus fréquents, ça peut être l'inventaire forestier national, mais il y a tous les réseaux d'observation et naturalistes. Donc, moi, j'oublie pas René-Coffort, le RMMQS qu'on a entendu parler, Tempo, Sentinelle. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de connaissances, des échantillons et des données. Il ne faut pas oublier toute la partie récupération de ces échantillons, de ces données pour mettre dans les modèles et les simulateurs. On peut avoir les zones à enjeu, on peut avoir les zones climatiques parce qu'on fait des simulations de climat, parce qu'on connaît mieux les sols. Et puis, ce que je pense qui va nous permettre d'aller plus vite face au changement climatique, qui va plus vite que nous en forêt, c'est d'avoir des territoires de recherche-action, type Living Lab, où on peut s'associer entre chercheurs, R&D et gestionnaires, où on peut tester des nouvelles sylvicultures, on peut faire des ajustements, etc. Là, je crois que j'avais fini. Merci Céline. Donc là,
on arrive un petit peu à la fin des exposés du début d'après-midi, session 1, session 2. Avant de passer à la table ronde, l'idée c'est de faire un petit peu le bilan de ce qu'apporte les dispositifs. Donc vous avez bien compris, au travers des organisations forestières, Céline nous l'a redit, on a un vrai capital expérimental existant, ancien, sur les essences, on va dire les principales essences actuelles. C'est le travail de Refer dont l'objectif est de ressortir. Alain parlait tout à l'heure un petit peu de travaux exploratoires pour aller rechercher des données. Donc il y a un capital expérimental sur les essences qui peut donner de l'information sur le comportement et les performances des essences. Il existe aussi, on a parlé des peuplements essences atypiques qui existent dans la forêt publique, on en a parlé, mais qui existent aussi en forêt privée, qui peuvent être des peuplements âgés, qui eux aussi peuvent apporter de l'information. On est toujours en train de courir après le temps, donc on fait de la remontée du temps. Pour aller voir des anciens dispositifs, on va voir des choses qui ont été plantées il y a longtemps. Donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui arrivent. Donc ces existants sont parfois, ce qui est intéressant, c'est que ces existants sont anciens, des fois plus de 50 ans. Donc c'est toujours intéressant sur des essences, on va dire, qu'on ne plante pas et qui est potentiellement intéressant pour l'avenir. Et bien déjà d'avoir des peuplements qui ont 40, 50, 60 ans. Et de voir un petit peu comment ils ont vécu une époque climatique favorable. Voilà. Mais déjà, qui nous donne, disons, des enseignements sur ces essences-là, alors que, bon, si on veut vraiment gratter un petit peu sur ces essences-là, il faut faire de la biblio, il faut aller voir comment ça se passe dans les autres pays, ou dans l'air naturel, etc. Donc là, on peut avoir des exemples sur le territoire national. Par contre, ce qu'on voit, c'est que bon, ces expériences-là sont territorialement hétérogènes. Il y en a un peu plus dans le sud-est, ou il y en a que dans le sud-est, ou il y en a que dans le sud-ouest, ou que dans le nord-est. Et puis voilà, bon, on n'a pas forcément une couverture optimale, parce qu'à l'époque, on était, disons, dans un aspect de production. Toute l'expérimentation qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était avec un objectif de production, améliorer la sylviculture, améliorer la production, aller chercher de nouvelles essences plus productives. Voilà. C'était vraiment ce fonctionnement-là qu'on avait. Bon, ce qu'on s'est aperçu aussi, en particulier dans le cadre du projet Refer, c'est que bon, il y a du capital expérimental, mais il y a une sacrée hétérogénéité dans les données. Et puis, je parle en qualité, en nombre d'arbres mesurés, période de mesure. On n'a pas eu de mesure pendant 30 ans. En extérieur, alors on peut faire des analyses de tiges, on peut faire des choses comme ça, mais là c'est d'autres moyens que l'on n'a pas du tout, et voilà, donc on est obligé de faire un petit peu avec ces petites séquences qu'on a à droite à gauche et d'essayer de tirer des enseignements. Diapo suivante. Donc là, depuis 15 ans, clairement, on a commencé à prendre conscience, disons, de la dimension changement climatique. Certains ont pris conscience plus rapidement que d'autres. Et donc, on est passé, disons, d'une problématique production, toujours mieux produire, mieux adapter les essences aux stations, faire la bonne sylviculture, etc., avec cette interrogation sur le changement climatique, et en se disant, oui, mais les essences qu'on utilise, est-ce qu'elles seront toujours là demain? Est-ce qu'il faut penser à d'autres essences? Et voilà. Et donc là, le vrai gros travail, c'est dans le cadre du projet Rainforce qu'on a initié. Alors, il y a un petit projet qu'on avait oublié, qui est le projet Climac, qui a débuté en même temps de Rainforce. On parle toujours de Rainforce, mais jamais de Climac. Climac était un projet, justement, c'était un peu un Rainforce bis, mais uniquement au niveau de la région Aquitaine. La région Aquitaine avait été précurseur à l'époque pour dire, tiens, on va mettre en place des évaluations d'essence, etc. Donc on l'oublie un petit peu, mais c'est bon, après, depuis, l'Aquitaine n'a plus tellement travaillé dans ce sens-là, mais il y a eu à un moment des personnalités qui ont réussi à convaincre la région de travailler dans ce sens-là. Donc il y a eu un petit creux, et puis bon, il y a Espérance qui arrive, et puis il y a tout ce qui arrive depuis, qui font que les choses ont changé. Alors cet aspect s'orienter vers
avec un objectif adaptation des forêts au changement climatique, il y a des évidences qui ont apparu. C'est face à l'ampleur de la tâche, première chose, il faut qu'on travaille tous ensemble et qu'on ait une action multipartenaire, voire européenne. Là, il faut qu'on ait un travail commun. Face à la nouveauté de la situation, il faut produire de nouvelles données. On peut aller chercher des dispositifs anciens, mais il faut aller chercher de nouvelles données et il faut en produire beaucoup pour avoir de la robustesse et pour avoir une bonne fiabilité sur l'information que l'on va donner ensuite aux propriétaires. Le problème, et géographiquement, c'est tout le territoire qui est concerné. On en a parlé tout à l'heure. Donc voilà, il faut qu'on ait véritablement une approche multisite, pas trop se cibler sur des points pilotes, mais je crois qu'il faut véritablement avoir une approche multisite pour pouvoir explorer les climats et les sols différents. Le territoire national est vraiment très divers. Dans certains pays, il y a beaucoup plus d'homogénéité. J'avoue que le territoire français est très divers, donc voilà, on a aussi cette obligation-là. Et ensuite, élément qu'on a un peu négligé par le passé en tant que forestier, alors les chercheurs peut-être pas, mais un certain nombre de forestiers, c'est l'importance de la provenance et de l'origine génétique. Le côté diversité génétique, là on le ressent de façon beaucoup plus indispensable, cruelle. On voit que c'est vraiment important et on verra demain que en fonction des provenances, on n'a pas forcément les mêmes résultats. Voilà. Et alors, avant de passer la parole à Brigitte, je reviens sur la question de tout à l'heure. Le frein sur la disponibilité en matériel végétal, c'est effectivement, aujourd'hui, face au changement climatique, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est une difficulté que l'on a maintenant et qu'il va falloir résoudre de façon à pouvoir... Et là, dans le cadre du réseau Espérance, on y a un peu réfléchi. Et je te passe la parole, Brigitte. Oui, donc tu as dit beaucoup de choses J'ai tout dit. que je voulais dire, mais ça va me permettre de... voilà, ça va plus vite, d'accord ? Je ne vais pas faire de diapo 10 minutes. Donc ce qui manque, on l'a vu, pour la répartition des dispositifs, c'est un peu la double peine. Parce qu'on a très peu de dispositifs de sylviculture ou de génétique qui explorent les conditions marginales. Et les futures conditions marginales, c'est égal à 0. Et c'est là qu'il faut qu'on mette nos efforts. Donc ça, c'est très important. Et puis, les provenances marginales aussi et les espèces du Sud sont très peu représentées dans nos dispositifs. Ce n'est pas quelque chose qu'on est allé chercher et tester. Donc, il faut qu'on rajoute ces deux éléments-là. Et la question a changé. Il ne s'agit plus forcément de trouver la meilleure espèce dans son cœur de production, mais des espèces qui vont produire, survivre dans des conditions qui sont actuellement marginales. Et en ça, la question, elle est différente. Et il faut qu'on mette les expérimentations en place qui vont bien pour répondre à cette question-là. La question à laquelle on veut répondre, c'est quelle résilience de l'espèce en place dans le futur et quelles solutions pour le futur. Et là, on voit bien, ça c'est le cas du sapin et de l'épicéa. Toutes les régions avec l'espèce ne connaissent pas le même enjeu face au changement climatique. Du sapin d'épicéa, vous en avez ailleurs que dans cette zone en rouge. Dans les Pyrénées, on en a. Pourtant, on ne voit pas grand-chose s'allumer. Donc, on voit bien que traiter la question par l'espèce, ça ne sera pas forcément la porte d'entrée telle qu'on l'a fait jusqu'à présent et qu'il va peut-être falloir se poser des questions autrement. Et les zones à enjeu, ce ne sont pas des zones à étudier, mais des zones où prioritairement il va falloir trouver des solutions à enrichir. Donc un petit peu une vision complémentaire de ce qu'a dit Céline sur les Living Labs, mais c'est aussi compléter ça pour trouver des solutions pour ces zones-là. Ce qui nous manque aussi, c'est comment on va faire dialoguer des dispositifs scientifiques avec des répétitions, avec une traçabilité parfaite, des mesures du nombre de poils sous la feuille et du nombre de stomates. Bon, j'exagère, mais juste un peu. Et tous les autres dispositifs et réseaux. Et ça, c'est quelque chose, c'est vraiment une différence avec tout ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. C'est comment on intègre des données qui ne sont pas
des données vraiment de type expérimental, que ça soit, s'il en a parlé aussi, Placette, IGN, René Coffort, les unités conservatoires, où on a de la donnée. On pourrait parler des centres, centres nationaux botaniques, des parcs régionaux, des parcs nationaux, où on a de l'information qui s'accumule, mais qui ne sont pas des dispositifs. Donc comment on fait du big data avec toutes ces données-là, et comment on intègre des données de terrain, et comment on mélange ça, comment on va faire notre mélange entre les données de terrain et des données expérimentales. Et ça, c'est un gros défi qu'il va falloir qu'on relève tous ensemble. Je crois que... ce qui manque aussi, c'est que finalement, on n'a pas testé grand-chose par rapport à toute la biodiversité mondiale au niveau des arbres forestiers. Si on regarde, j'ai repris le schéma de Céline, hein, là encore, hein, finalement, regardez, il y a très peu d'espèces, hein, 5% sur le chêne hein, de dispositifs, c'est pas grand-chose quand on connaît tout ce qu'il peut y avoir au niveau... diversité d'espèces et génétique sur le chêne, c'est vraiment très peu. Et on voit bien, on a bien vu aussi, on l'a vu dans l'exposé de Christophe, hein, dans Rainforest, on a exploré tout ce qu'on sait bien explorer, où on avait des contacts, tu l'as dit, l'Asie, ça a été compliqué. Ça va nous manquer. On a pratiquement rien dans nos dispositifs anciens et nos dispositifs nouveaux sur l'Asie. Pareil, l'Amérique du Sud, pas grand-chose non plus. Et pourtant, il y a peut-être des espèces qu'il faudrait qu'on aille chercher là-bas. Voilà. Et donc, pour tenter de conclure... C'est une grande richesse pour nous d'avoir beaucoup d'outils. Alors je vais aller vite parce qu'on a dépassé de 5 minutes 50. Donc j'ai essayé en 1 minute parce qu'ils ont déjà dit un certain nombre de choses. On a vraiment une chance folle en France. Et avoir le réseau InSilva, Céline l'a bien montré, ça peut permettre de nous faire gagner beaucoup de temps. Et tous les réseaux expérimentaux, il faut qu'on arrive à savoir ce qui existe parce que c'est important de pouvoir y retourner. Il y a une vraie importance d'expérimenter. Alors là, je le redis parce que dans nos organismes, quels qu'ils soient, bien souvent, on a un peu laissé de côté l'expérimentation parce que on va à la chasse au conventionnement. Et le conventionnement nous éloigne de l'expérimentation. Et aujourd'hui, on voit bien que si on ne revient pas à l'expérimentation, on est mal, très mal. Sur le temps long. Alors, l'expérimentation, elle est à la fois sur le temps court et sur le temps long. Et pour faire la liaison avec ce que tu dis, c'est sur le temps long. Et quand on met en place des réseaux, tu l'as très bien dit sur Rainforest, on a le financement au départ, mais après, il faut suivre. Et si on doit suivre sur du temps long, on n'a plus les financements. Et donc, c'est là que la galère commence. Donc, voilà, quand on réfléchit à ça dans les politiques publiques, il faut qu'on intègre ces choses-là parce que le temps long pour nous, sur l'expérimentation, il est vital, même si on gagne du temps à aller chercher des références avec des anciens essais. Et si nos anciens n'avaient pas mis ces essais en place, on ne serait pas bien. Et puis, la dernière chose que je veux dire, qui est extrêmement importante, c'est que on vous a parlé de plein de choses sur le renouvellement, mais il y a aussi sur la gestion des peuplements. Et tout ça, on se retrouve aujourd'hui avec, j'ai mis le terme civiculture connectée, avec de nouveaux outils pour aider les propriétaires, les gestionnaires. Cette civiculture connectée, il faut que nos équipes l'adaptent, la prennent en main, que les gestionnaires la prennent en main aussi. Et donc tout ça, ça va passer par de la formation. Et ça, c'est capital. Et donc, en tout cas, tout ça, ça nous laisse de beaux jours pour le RMT à force, en espérant que la prochaine programmation sera acceptée. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'on laisse la place à quelques questions? Oui. Le temps de mettre en place. On va prendre quelques questions, pas trop nombreuses.
Alors, Sébastien Bouju, donc du GDF 79 des Deux-Sèvres. Alors moi, je vais être mal poli. Est-ce qu'il y a des financements pour, par exemple, la mise en place de ces expérimentations? Et si oui, quel genre? Alors la réponse, ça va être clair, non, il n'y a pas de financement. Là, comment dire, c'est un petit peu à chacun de se débrouiller. Nous, on donne un cadre, c'est-à-dire qu'on donne un cadre pour avancer ensemble, pour organiser, pour structurer. Mais ensuite, nous, on n'a pas de financement particulier. On peut en avoir lors de ce que disait Eric tout à l'heure, lors de conventionnements à droite, à gauche. Ça, c'est des trucs qui peuvent fonctionner. Mais on n'a pas un grand financement national qui arrive du ministère et qui dit, ben voilà, pour le réseau Espérance, on va financer, voilà. Ça n'existe pas. Et ça existera. Voilà. Je ne suis pas complètement d'accord. Il y a quand même le plan de relance qui nous a permis, à l'ONF en tout cas, de mettre des îlots d'avenir avec ce fonds-là quand même. Donc il y a moyen de... Voilà. Ah, il y a le ministère qui veut répondre. Alors, en termes de grande masse, on n'a pas une direction à part les différentes conventions qu'on a avec les différents organismes pour accompagner cette recherche. Le soutien du RMTA Force, le soutien de l'INRAE. Donc, il existe des dispositifs de subvention. En dehors de ça, on a très bien pris conscience de l'intérêt de l'expérimentation, puisque dans le cadre des dispositifs d'aide, les possibilités sont ouvertes de pouvoir bénéficier lors de la mise en place d'essences qui ne sont pas réglementées ou autorisées localement, de pouvoir subventionner ces initiatives sous couvert d'avoir un retour sur les dispositifs mis en place qui vont contribuer aux différentes informations qui sont mises en place par ailleurs dans le cadre des dispositifs. Alors, j'entendais le questionnement sur le financement à long terme. Je n'ai pas aujourd'hui de réponse. Par contre, le sujet d'avoir cette anticipation, d'avoir un financement pérenne, il a été identifié à l'occasion des conclusions des assises de la forêt, dans lesquelles, sur les matériels forestiers de reproduction, les vergers à graines, on a prévu de lancer un programme de recherche à hauteur de 500 000 € par an. Donc sur les différentes questions de mobilisation, de localisation, de réflexion sur comment assurer l'avenir à travers de nouvelles essences, de production de graines de façon différente. Je voulais juste faire un petit complément. On a évoqué tout à l'heure un article de la Revue forestière française. Donc si vous souhaitez, il est sur le site du RMTA Force, sur la page dédiée à Espérance. Et il y a 2 autres articles. Un article des rendez-vous techniques, plus généraliste, qui parle du projet Espérance dans sa globalité. Et un autre article sur les zones à enjeu de forêt entreprise. Et vous y trouverez aussi toutes les vidéos du séminaire de présentation du projet Espérance qui a eu lieu en 2021. Voilà. Merci. Oui, si je prends la parole. Donc Cédric Sédillo, hop, je suis là. Mais il y avait une autre personne qui prenait la parole, pardon. J'y vais juste après. Ou pardon, monsieur ira juste après. Oui, donc on parlait de financement, on parlait de membres associés qui candidateraient. En fait, ça nous amène à réfléchir un peu à l'innovation, y compris sur cette notion de financement, parce que les membres associés que vous citez, on parlait des coopératives, des structures comme la nôtre, finalement, il nous manque des compétences en interne, et notamment des capacités à faire des mesures, des capacités à mettre en œuvre un protocole expérimental de façon très claire, et donc quand bien même nous-mêmes serions capables d'aller chercher des financements en tant que gestionnaire, opérateur, il nous manque des compétences. Et il faut qu'on soit capable de redistribuer les financements, ou en tous les cas, il faut qu'il y ait un processus assez bien fait qui permettrait à chacun de remplir ses missions. Et c'est pas... Je pense que ça risque d'être un petit peu utopique de se dire que chaque membre aura la capacité de réaliser l'ensemble du processus.
parce qu'aujourd'hui, on voit bien que les gestionnaires n'ont pas cette capacité à se doter de compétences strictement expérimentales et que d'autres savent bien faire, mais pour lesquelles il faudra penser à faire de la redistribution. Pardon, excuse-moi. Oui et non, c'est-à-dire qu'il y a quand même des dispositifs expérimentaux qui sont légers, j'allais dire, en termes qui nécessitent des compétences moins approfondies que d'autres. Je vais revenir encore à mes îlots d'avenir, c'est-à-dire un taux de survie. Je pense que Monsieur Tout-le-Monde peut aller compter le nombre de plants qui sont morts, surtout si c'est des résineux et que c'est pas du mélèze, ça va aller assez vite. Donc il y a des choses, je pense, qui sont à portée de main. Après, je suis d'accord que sur des dispositifs expérimentaux de type test d'élimination, c'est beaucoup plus compliqué et que là, il faut l'appui. Il y a ce que Céline a évoqué un petit peu aussi sur des nouvelles méthodes. Eric en a parlé, de nouvelles méthodes pour prendre de la donnée. Et on voit toute l'avancée de la recherche sur du phénotypage à haut débit, l'utilisation des drones, des choses comme ça. Et on pense que dans les années qui arrivent là, ça va s'améliorer aussi et qu'on va pouvoir prendre des mesures qu'on ne prenait pas avant avec des gens qui ne sont pas forcément hyper formés, tout ça. Et puis dans le RMT, il y a quand même les écoles qui sont là et qui sont là pour aussi... avoir s'intéresser et puis l'expérimentation, ça peut faire partie aussi des éléments qui mettent en avant, quoi. Dans les modes de financement, je voulais rajouter une information. Nous, par exemple, aujourd'hui, on a implanté un test de comportement en Pyrénées-Orientales dans le cadre du label bas carbone. C'est-à-dire que c'est La Poste qui a financé l'installation du dispositif. Donc après, on s'arrange pour le suivi. Mais voilà, il y a eu un opérateur financier qui a, dans le cadre du label bas carbone, qui a financé la plantation, la préparation du terrain, etc., les protections gibier. Et nous, derrière, on fait cet aspect mesure du dispositif. Donc vous voyez, il y a un petit peu, il y a effectivement, comme tu disais, Cédric, il y a imaginer d'autres types. Bon, on n'a pas, Marc a parlé du plan de relance. Effectivement, il y a différentes façons de voir. Une question. Attends, il y a une question au fond. Il attendait déjà depuis un moment. Bonjour, Mickaël Etienne pour le groupe SIAT, je suis gestionnaire forestier. On entend beaucoup en fait de réseaux, de protocoles qui sont mis en place, mais j'ai pas beaucoup entendu de choses concernant l'appétence en fait au gibier. Est-ce que dans ces essences, vous allez prendre en compte un classement suivant l'appétence au gibier des essences? Alors, c'est en effet une grande question et il faut avouer que nos dispositifs expérimentaux, il y en a un certain nombre qui sont bien clôturés. Dans les fiches que l'on peut avoir sur Climessence, ça fait partie des éléments qu'il y a. Et on a l'intention de développer avec un collègue des cafétérias à chevreuil, en l'occurrence, pour leur proposer des mets exotiques et de voir un petit peu comment ils réagissent face à ces nouvelles provenances et nouvelles espèces. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en tête et c'est un élément, bien sûr, qui est préoccupant et qui peut ruiner complètement une plantation. Oui, Madame Huche, vous avez évoqué des essences venant d'Asie ou venant d'Amérique du Sud qui sont aux antipodes de la coévolution avec nos écosystèmes forestiers. Et comment va-t-on faire pour que Monsieur Tout-le-Monde garantisse qu'il n'y a pas d'invasivité et qu'il n'y a pas de risque d'introduction de pathogènes pour le reste des écosystèmes? Alors c'est une question à laquelle on est très sensible, vous imaginez bien. Alors tout d'abord, la première chose, c'est que les forestiers travaillent généralement avec des graines. Et donc ça limite un petit peu tous les pathogènes qui peuvent se trouver sur les feuilles, dans la terre. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, lorsqu'on introduit
introduit des espèces, on les introduit avec des passeports phytosanitaires. Donc là, pareil, et quand ça vient de zones qui sont affectées par du fusarium, par exemple, eh bien, il faut passer dans un laboratoire de quarantaine. Donc ça, c'est pour les pathogènes que l'on pourrait introduire. Il faut quand même avoir en mémoire que la plupart des ravageurs que l'on a, ils ont été introduits par des végétaux pour de l'horticulture et pas pour de la foresterie. Je pense aux papillons sur le buis, je pense à la cala rose. C'est pas les forestiers qui ont introduit, c'est pour Monsieur tout le monde et pour mettre dans son jardin du buis pas trop cher venant de Chine. Donc ça, il faut pas qu'on l'oublie et ça pose de grandes questions. Et la deuxième chose sur l'invasivité, c'est une question qui est vraiment importante. Tout d'abord, on a éliminé des espèces, toutes les espèces qui étaient sur la liste rouge française et européenne ne se trouvent pas dans la liste des espèces. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des définitions qui peuvent être variées selon les régions d'espèces qui sont dites invasives ou non. Donc ça, comme c'est différent selon la région, on l'a pas pris en compte puisqu'on a fait un travail national et pas régional. Sur les questions de nouvelles espèces qui pourraient être invasives, on a mis en place aussi des protocoles de suivi de l'invasivité et donc de pouvoir suivre cela. Mais vous savez très bien que ces questions-là, elles se posent finalement au moment de la reproduction. Donc ça va être dans 15 à 20 ans pour les espèces qui fructifient tôt. Donc ce que l'on fait, on revisite là aussi encore nos anciens dispositifs pour voir un petit peu comment ça se passe. Et une espèce sur laquelle on a beaucoup de questionnements actuellement, enfin de gens qui nous questionnent, c'est par exemple le Paulownia. Qui est une espèce avec une productivité qui est très importante. Mais je ne sais pas si vous en avez vu là, sur le trottoir, quand vous êtes venu, il y en a un qui pousse là. Donc celle-là, elle ne fait pas partie non plus des listes. Oui, alors Paulownia tomentosa. Ouais. Ouais. Alors, celui qui est là, qu'on voit régulièrement le long des balastres, je ne sais pas, normalement c'est Paulownia tomentosa. Mais on le voit le long des voies de chemin de fer. Vous en avez des très beaux hangars de Bordeaux, gare de l'Est. Cette année, je ne l'ai pas vu réapparaître, mais il y était l'année dernière. Orléans. On va pas faire toutes les gares. Non, pas toutes les gares, mais je les connais bien. Tu sais. Non, mais ce que je veux dire, on le voit. On est déjà très en retard. Christophe. Oui, un commentaire rapide, toujours en ligne avec cette diapo que j'ai bien aimé, parce que je partage un petit peu l'idée qu'on se limite sur les choses à tester. On avait travaillé dans une action en COS qui s'appelle NEX sur les non-native species, donc sur les exotiques qui sont beaucoup été ramenés notamment d'Amérique au temps de Christophe Colomb, et qui étaient vus comme quelque chose de très positif, où les gens ont ramené la tomate, ont ramené le maïs, ont changé leur vie en bien avec tout ça. Et là, moi, j'ai l'impression que le problème auquel on s'affronte, notamment sur un projet où on essaye de faire des lisières, des choses comme ça, c'est un très très fort barrage dogmatique, finalement, sur les espèces exotiques. Parce que quand on regarde dans l'histoire, on n'a jamais un arbre exotique qui a éradiqué un autre arbre exotique, comme ça s'est fait avec les crapauds, les écrevisses ou je ne sais quoi. Et on a quand même un amalgame qui est fait entre le concept d'exotique et le concept d'invasif. Enfin, il y a plein d'amalgames dans l'esprit des gens et dans les médias. Et j'ai l'impression que ton message qui est de dire, vu l'ampleur du changement qu'on a, il faut qu'on teste un maximum de choses, ça ne va pas du tout dans le sens de ce que je vois évoluer dans la société, quoi. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le dire. Il y a eu un très bel exposé fin du mois de janvier à la Société botanique de France sur le robinier et qui montrait comment l'acceptabilité du robinier avait pu évoluer depuis son introduction. Et c'était super intéressant. Normalement, il doit y avoir un papier qui sort là-dessus et je te conseille de lire. Voilà. Il y a peut-être une dernière question avant, on va passer à la table ronde parce qu'on est... Non, encore ouais.
D'accord, moi Philippe Riunivers du CNPF donc, pose une question en demandant s'il n'y aurait pas moyen de pouvoir par exemple monter un genre de task force interorganisme formé à l'expérimentation pour apporter un appui à l'installation de ce type de dispositif pour aider les différents organismes, quoi, les coopératives, les CTF, etc. et centraliser derrière un peu les données comme un peu sur le modèle des correspondants observateurs du DSF. Qui apprend? Non, c'est le RMT. Ça s'appelle le RMT, la task force, c'est ça? Ah oui, j'avais oublié. Bon, ok. Oui, non, c'est toujours le genre d'espoir qu'on peut avoir. Bon, l'IDF faisait partie de cette task force. C'était son rôle, justement, d'apporter de l'appui à toutes ces structures diverses et variées. Moi, je veux bien apporter mon appui à tout le monde. Mais à un moment, il y a aussi, disons, faire de la formation à l'expérimentation. Ça, c'est des choses qui sont aussi tout à fait possibles. Mais à un moment, il faut aussi que certains acteurs gagnent en autonomie. Enfin, c'est pas de l'expérimentation très compliquée à suivre ou à mettre en place. C'est voilà. C'est des choses qui sont accessibles. Et dans le cadre du projet du réseau Espérance, on comptait bien justement s'appuyer sur les groupes de progrès, ce qu'on appelle nous en forêt privée les groupes de progrès, qui justement ont vocation à installer ce type de dispositif et à les suivre. Sachant que tous ces groupes de progrès, bien souvent, sont suivis, épaulés par des collègues du CNPF qui les animent, donc qui sont complètement à même, disons, de mettre en place ou de donner les conseils ad hoc pour mettre en place ces dispositifs d'essai. Juste du coup, les 3 protocoles du coup Espérance, ils sont disponibles en ligne facilement. Alors, il y a une petite chose qu'on a passé sous silence, hein. C'est-à-dire que au début du projet Espérance, on avait imaginé la mise en place d'un site, d'une plateforme Espérance qui permettrait justement à tout un chacun de pouvoir se connecter, avoir accès à l'information et mettre l'information à disposition, puisqu'on a quand même un outil formidable qui s'appelle Internet, qui permet de créer des sites et où chacun peut accéder. Donc là, c'est un élément dans le cadre du projet qu'on a été obligé de supprimer pour des raisons de financement. Et donc c'est un pan du projet c'est un manque au projet qui reste à faire, d'avoir notre site Espérance qui est qui serait un petit peu le maillon d'échange et de coordination entre justement toutes ces structures, parce que si on doit fonctionner par mail ou par téléphone, ça va être un petit peu compliqué. Donc justement avoir cet outil justement où ça permettrait justement par exemple de mettre les protocoles, bien évidemment, mais de mettre aussi l'atlas des zones en jeu, de mettre les listes d'essence, et puis d'avoir un outil, disons, qui permette de faire fonctionner ce réseau Espérance. Un réseau, il y a besoin, disons, d'un site comme ça pour permettre, disons, que les gens puissent communiquer, qu'on puisse avoir une voie de communication par le numérique qui aiderait grandement. Merci. Oui, Philippe Ballandier, INRAE. Moi, j'avais juste un petit commentaire et une mise en garde. En fait, on a parlé du climat, bon, évidemment, hein, là, c'est le premier filtre pour nos espèces, là. On a parlé du sol, ok, mais il ne faudrait pas oublier quand même que quand on met une plante dans un nouvel environnement, en fait, il y a plein d'autres organismes qui gravitent autour. Alors bon, le gibier, évidemment, celui-là, on le voit, hein. Mais il ne faut pas oublier quand même tout ce qu'on ne voit pas, les petites plantes, les micro-organismes du sol, etc., et qui peuvent jouer un rôle fondamental. Et dans les travaux récents des 3 dernières années, il y a beaucoup de papiers quand même, d'articles, qui montrent que le premier filtre, il n'est pas abiotique, hein, ce n'est pas les facteurs du milieu, c'est les autres organismes vivants qui éliminent les espèces. Et donc, moi, je faisais ce commentaire pour dire, dans nos essais, n'oublions pas cette description. Alors, la description, elle est peut-être compliquée. Par contre, ça peut être vraiment intéressant de regarder pourquoi le plan est mort. Hein, et est-ce que c'est parce qu'il n'a pas pu avoir ses mycorhizes, hein, est-ce que ou c'est une autre raison parce que le système racinaire n'était pas bon, qu'il y avait une poche d'air, etc. Mais je dirais que cette question-là, il faut qu'on la revisite, hein,
qu'en effet, on est dans des écosystèmes et qu'il faut prendre plein de choses en compte, plein de choses en compte, et que, les mycorhizes, etc. Voilà. Après, il y a des papiers qui, en effet, récents, qui montrent ça, qui posent des questions quant à la migration assistée, et moi qui me repose d'autres questions. Mais là, on va interroger le DSF. Juste pour revenir là-dessus, et ça serait un petit peu la même chose pour tous les types de dispositifs justement qui utilisent des nouvelles essences, et en particulier je pense par exemple des dispositifs comme les arboretums Rainforest. Ça peut être aussi des sites, disons, d'accueil d'équipes de recherche qui souhaitent justement approfondir ce type de questions-là. Nous, on ne peut pas être compétent en tout, loin de là, très loin de là. Très loin de là. Donc s'il y a des spécialistes, etc., il y a certaines parcelles, à partir du moment où les propriétaires sont d'accord, puisque nous, en forêt privée, on est toujours chez des propriétaires privés, mais en général, les propriétaires avec lesquels on travaille sont toujours ouverts, justement, s'il y a des équipes de recherche pour apporter des éléments nouveaux sur ces dispositifs, les dispositifs sont ouverts.